Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 signes avant-coureurs du cancer colorectal, un sujet crucial car ce type de cancer est le troisième plus fréquent et le deuxième plus mortel. Environ 10% des décès par cancer lui sont attribués. C'est pourquoi il est important de bien connaître ces signes. Je vais diviser cette vidéo en 2 parties. Dans la première, nous aborderons les signes et symptômes du cancer du côlon, ce que vous pouvez observer ou ressentir, et qui pourrait indiquer un problème. Ensuite, dans la deuxième partie, que je considère la plus essentielle, nous parlerons de prévention. Je vous donnerai des conseils sur les habitudes à adopter et les aliments à privilégier pour réduire votre risque. Nous discuterons également des polypes et des raisons pour lesquelles le cancer du côlon devient de plus en plus courant chez les moins de 50 ans. Cette vidéo sera très complète, alors restez jusqu'à la fin. D'ailleurs, connaissez-vous quelqu'un qui a été touché par le cancer du côlon? D'où êtes-vous? N'hésitez pas à partager cela en commentaire. Commençons par les 7 signes d'alerte à surveiller pour détecter un éventuel problème intestinal. Le premier symptôme est un changement dans les habitudes intestinales. Connaître ces habitudes est crucial. Certaines personnes vont aux toilettes juste après le petit déjeuner, d'autres 2 ou 3 fois par jour, et d'autres encore seulement 2 ou 3 fois par semaine. Si vous remarquez des changements dans vos selles, soyez vigilants. Ces variations ne sont pas forcément alarmantes, mais si elles persistent ou s'aggravent, consultez un médecin. Environ 65% des personnes atteintes d'un cancer de l'intestin constatent des modifications de leurs habitudes intestinales. Ces changements dépendent souvent de l'emplacement, de la taille et du stade de la tumeur. Les selles peuvent changer de consistance, de couleur, et la fréquence des selles peut augmenter ou diminuer. Le principal signe est une alternance entre diarrhée prolongée et constipation. Le deuxième symptôme à surveiller est la présence de sang dans les selles. C'est pourquoi il est important d'être attentif à l'apparence de vos selles et de ne pas les évacuer trop rapidement. Mais quel type de saignement devrait vous alerter? Le gros intestin se divise en plusieurs sections, le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant, et le côlon sigmoïde, suivi du rectum et de l'anus. Le côté droit du côlon a une particularité, il est plus large, et les selles y sont encore liquides, car l'une des fonctions principales du côlon est d'absorber l'eau et le sel. Ainsi, si une tumeur se développe dans le côlon ascendant, situé sur le côté droit, elle ne provoque généralement pas d'obstruction. Toutefois, la tumeur peut saigner davantage, entraînant une anémie, et les selles peuvent changer de couleur, devenant noires et goudronneuses, ce que l'on appelle du méléna, souvent accompagné d'une odeur très nauséabonde. Du côté gauche, le côlon descendant et le côlon sigmoïde sont plus étroits, et les selles y sont mieux formées. Dans cette zone, un saignement vif peut apparaître, s'écoulant dans les toilettes après une selle, ou être visible sur le papier hygiénique. Bien entendu, d'autres causes peuvent expliquer ces saignements, comme les hémorroïdes, les fissures anales, ou même la consommation de betterave, qui peut donner une teinte rouge aux selles. Cependant, il est essentiel de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un problème plus grave. Ne présumez pas que les saignements sont uniquement dus aux hémorroïdes. Les saignements peuvent varier, allant de petites quantités de sang dans les selles à des saignements plus abondants. Pourquoi trouve-t-on du sang dans les selles? Cela peut être dû à une ulcération de la tumeur, à la rupture d'un vaisseau sanguin qui alimente la tumeur, à une plaie dans l'intestin, ou à une pression excessive lors de la défécation, qui provoque un saignement. Encore une fois, la présence de sang dans les selles doit être évaluée. Cela ne signifie pas nécessairement que vous avez un cancer du côlon, mais il est toujours prudent de consulter un médecin. Le troisième symptôme à surveiller est la douleur abdominale. Si vous n'aviez jamais ressenti de douleurs abdominales auparavant et que vous commencez à éprouver de fortes crampes qui disparaissent et reviennent, ou des douleurs lors de la défécation, cela peut indiquer qu'une tumeur affecte une partie du rectum. Cela peut être dû à un excès de gaz ou à un changement de régime alimentaire, notamment une augmentation des fibres. Cependant, si rien de tout cela ne s'applique à vous et que la douleur persiste, il est essentiel de consulter un médecin, car cela pourrait être un signe de cancer de l'intestin. Le quatrième symptôme est la fatigue. Il ne s'agit pas d'une fatigue normale liée à une mauvaise nuit de sommeil, mais d'une fatigue persistante sur 2 semaines, voire un mois. Dans le cas du cancer du côlon, cette fatigue peut être causée par une anémie cachée. Comme mentionné précédemment, la tumeur peut saigner lentement, entraînant une anémie.
Vous mangez bien, mais vous avez une anémie liée à une carence en fer? Il est important de faire vérifier cela. Une des principales causes d'anémie inexpliquée est le cancer colorectal. Même si vous pensez ne pas être anémié, il est crucial de rester vigilant. Les cellules cancéreuses consomment beaucoup d'énergie car elles se divisent rapidement, ce qui peut entraîner une fatigue importante en épuisant vos nutriments. Cette fatigue ne doit donc pas être prise à la légère. Le 5e symptôme à surveiller est les ballonnements. Ces gonflements abdominaux peuvent être un signe courant de cancer du côlon. Cela peut se produire si la tumeur bloque partiellement ou complètement l'intestin, entraînant une accumulation de gaz et de liquide. De plus, la tumeur peut obstruer le passage des aliments et des liquides, provoquant ainsi des ballonnements et des douleurs abdominales de type colique. Bien que d'autres facteurs puissent causer des ballonnements, il est toujours préférable de consulter un médecin en cas de ballonnements inhabituels ou fréquents. Le 6e symptôme est une perte de poids inexpliquée. Si vous suivez un régime et que vous perdez du poids, c'est normal. Mais ici, il s'agit d'une perte de poids sans raison apparente. Par exemple, si vous pesiez 70 kg et que maintenant vous êtes à 65 ou 63 kg, sans avoir modifié votre alimentation, sans dépression, et sans avoir augmenté votre activité physique, cela peut être préoccupant. Le cancer colorectal peut entraîner une perte de poids pour plusieurs raisons, notamment en altérant la capacité du corps à absorber les nutriments et les calories. De plus, la tumeur peut produire des cytokines comme le TNF-alpha et l'interleukine 1 et 6, qui coupent l'appétit et favorisent la perte de poids. Elle peut également augmenter la dépense énergétique, entraînant une perte de muscles et de graisse. Dans certains cas, la tumeur peut même bloquer l'intestin, provoquant des nausées et des vomissements. Enfin, le symptôme le plus important est la sensation que vos intestins ne se sont pas complètement vidés, ce que l'on appelle le ténesme. Vous allez aux toilettes, mais vous avez l'impression que tout n'est pas sorti, comme si quelque chose restait bloqué. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, car plus elle sera aimée, plus YouTube la diffusera auprès de personnes qui n'ont peut-être pas accès à des médecins ou des hôpitaux. Partagez-la aussi avec vos amis et votre famille, car votre aide pourrait sauver des vies. Alors, n'hésitez pas à la partager. Le ténesme est cette sensation désagréable de ne pas avoir complètement évacué, même après une selle complète, alors qu'il n'y a plus rien à éliminer dans l'intestin. Cette sensation est un symptôme fréquent du cancer de l'intestin, car la tumeur peut partiellement ou totalement obstruer l'intestin, donnant l'impression qu'il reste des selles, alors qu'il s'agit en réalité de la tumeur. Lorsque cela se produit, la forme des selles peut changer, devenant plus fine et en forme de ruban, car elles doivent passer à travers la tumeur, ce qui crée cet aspect particulier. Cependant, il est important de noter que de nombreuses personnes atteintes d'un cancer du côlon ne présentent aucun symptôme au stade précoce de la maladie. Bien que l'absence de symptômes puisse sembler rassurante, il est essentiel de connaître les facteurs de risque et de déterminer si un dépistage du cancer colorectal est nécessaire pour détecter la présence éventuelle de polypes. Les polypes colorectaux sont des excroissances qui se développent sur la paroi du côlon, appelée muqueuse. Lorsque les cellules de cette muqueuse subissent des mutations, elles peuvent former des polypes. La plupart des polypes ne deviennent pas cancéreux, mais certains peuvent le devenir avec le temps. En général, il faut environ une décennie pour qu'un polype non détecté et non retiré se transforme en cancer. Quels sont donc les facteurs de risque du cancer de l'intestin et pourquoi observe-t-on une augmentation des cas chez les jeunes? Comme pour de nombreuses maladies, plusieurs facteurs entrent en jeu. Le premier facteur est l'âge. Avec le temps, nos défenses immunitaires s'affaiblissent, ce qui peut permettre à un polype inoffensif de devenir cancéreux. Le deuxième facteur est la présence de maladies inflammatoires de l'intestin, telles que la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. L'inflammation chronique de l'intestin augmente considérablement le risque de développer un cancer colorectal, avec environ un patient sur 5 touchés. Le troisième facteur concerne les syndromes génétiques, comme le syndrome de Lynch, qui accroît fortement le risque de cancer colorectal, ou encore la polypose adénomateuse familiale, une maladie à plusieurs stades augmentant également ce risque. De plus, des antécédents familiaux de cancer colorectal chez des proches, comme les parents ou les frères et sœurs, sont également un facteur de risque important. Enfin, il a été observé que les personnes de grande taille sont plus susceptibles de développer un cancer du côlon, bien que ce facteur ne puisse pas être modifié. Cependant,
Il existe des facteurs de risque sur lesquels vous pouvez agir et qui peuvent être modifiés, comme le tabagisme. Les cigarettes ne se contentent pas d'augmenter le risque de cancer du poumon, elles sont également liées à une hausse du risque de cancer de l'estomac, de l'intestin, de la bouche, de la vessie, et bien d'autres encore. De même, la consommation d'alcool accroît le risque de cancer colorectal. Un mode de vie sédentaire est également un facteur de risque. L'exercice physique est essentiel pour la santé. Par ailleurs, une alimentation pauvre en fruits et légumes, et donc en fibres, joue un rôle clé. Les aliments ultra-transformés, non seulement pauvres en fibres mais aussi riches en substances chimiques difficilement identifiables, allongent la durée de conservation des produits mais au détriment de la santé. Une alimentation riche en viande transformée, telle que le salami, le jambon, la dinde, le blanc de poulet, la mortadelle, le saucisson, le bacon, ou les saucisses, ainsi qu'une consommation excessive de viande rouge et de graisses saturées, sont également des facteurs de risque. Alors, pourquoi observe-t-on une augmentation du cancer du côlon chez les jeunes ? À tel point que la Société américaine de médecine préventive a abaissé l'âge recommandé pour débuter les coloscopies, passant de 55 à 45 ans pour les personnes à risque intermédiaire. La réponse est simple, une mauvaise alimentation, trop d'aliments industrialisés, pas assez de vrais aliments, un mode de vie trop sédentaire, et une augmentation significative du surpoids et de l'obésité. Comment se protéger contre le cancer du côlon ? Voici 7 conseils, et le dernier est le plus crucial, alors restez attentifs jusqu'à la fin. Premier conseil, buvez beaucoup, surtout de l'eau. Une bonne hydratation aide les intestins à mieux fonctionner et prévient la constipation, réduisant ainsi le temps de contact des sels et des toxines avec la paroi du côlon. Deuxième conseil, mangez beaucoup de fruits et légumes, riches en fibres et en antioxydants. Les fibres, comme l'eau, accélèrent le transit intestinal et réduisent le temps de contact avec la paroi intestinale, tout en améliorant la flore intestinale. Limitez aussi votre consommation de viande rouge. Vous pouvez en manger, mais avec modération, surtout les viandes transformées riches en sodium. Troisième conseil, consommez des épices et des aliments aux propriétés anti-inflammatoires naturelles, tels que le curcuma et la cannelle. Quatrième conseil, buvez du lait et consommez des produits laitiers. Contrairement aux idées reçues, les données récentes montrent que le lait n'est pas inflammatoire. Au contraire, des recherches solides indiquent que le lait, sous toutes ses formes yaourt, fromage blanc ou fromage, protège contre le cancer du côlon. Bien sûr, si vous êtes intolérant au lactose ou allergique aux protéines du lait, il vaut mieux éviter ces produits, mais en principe, le lait a un effet préventif. Cinquième conseil, faites de l'exercice physique régulièrement. Ne restez pas inactif. L'exercice améliore la fonction intestinale, régule les hormones telles que l'insuline et les estrogènes, réduit l'inflammation dans le corps, aide à maintenir un poids sain, et diminue le stress, autant de facteurs qui contribuent à prévenir le cancer. Sixième conseil, évitez l'alcool et le tabac. Septième conseil, et le plus important, faites régulièrement un bilan de santé. Au minimum, faites analyser vos selles pour détecter la présence de sang occulte, c'est-à-dire des traces de sang invisibles à l'œil nu. Cependant, si vous avez plus de 45 ans et présentez un risque intermédiaire, il est préférable de réaliser une coloscopie. Pourquoi parle-t-on de risque intermédiaire ? Il s'agit d'un risque élevé pour les personnes ayant des antécédents familiaux de cancer colorectal, celles atteintes du syndrome de Lynch, et d'autres personnes nécessitant un dépistage précoce. La coloscopie a l'avantage, par rapport à d'autres méthodes de dépistage, de permettre l'identification et l'élimination de polypes avant qu'ils ne deviennent des tumeurs. Contrairement à la mammographie, qui détecte un cancer existant, la coloscopie permet d'intervenir avant que le cancer ne se développe. Comment se déroule une coloscopie ? La préparation est la partie la plus contraignante. Il est essentiel de nettoyer complètement l'intestin, sans laisser de résidus, ce qui nécessite la prise de laxatifs et des passages fréquents aux toilettes jusqu'à ce que l'intestin soit vide. Pendant l'examen, vous ne sentirez rien car vous serez sous sédation pour votre confort. Le médecin insérera un tube fin, éclairé et équipé d'une caméra, par l'anus pour examiner votre rectum et votre côlon. Si des polypes sont détectés, ils seront retirés et envoyés pour analyse en anatomie pathologique. Si une tumeur plus importante est découverte, une biopsie pourra être effectuée pour un examen plus approfondi.
La coloscopie dure généralement entre 30 et 60 minutes. Encore une fois, cet examen est essentiel car il permet de détecter les polypes avant qu'ils ne se transforment en cancer. Le but n'est pas de faire peur, mais de sensibiliser à l'importance de la prévention. Le rapport coefficacité de la coloscopie est très favorable, ce qui explique pourquoi dans les pays développés, l'âge recommandé pour la première coloscopie est abaissé. Un dépistage précoce permet en effet de réduire les coûts liés au traitement tardif et d'améliorer les chances de succès du traitement et de guérison. Prenez soin de votre santé intestinale et veillez à maintenir votre corps en bonne santé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager pour que plus de personnes puissent bénéficier de ces informations. Abonnez-vous pour ne rien manquer, et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention et restez en bonne santé.